Tsahal qui a déclaré que des roquettes sur Tel Aviv avaient été tirées par erreur. On va revenir avec vous, Stéphane, en détail sur cette actualité. Est-ce que c'est possible que ces tirs aient été faits par erreur, tout d'abord, Stéphane? Franchement, tout est en théorie, tout est possible. Il faut tout de même charger les roquettes, elles font 8 mètres de haut, il faut assembler les rampes de lancement qui font près du double. Et puis, il faut viser aussi Tel Aviv. Je rappelle aux auditeurs qu'il n'y a pas de radioguidage, ce ne sont pas des missiles, ce sont des roquettes. Faut avoir, c'est un sacré boulot et que tout ça se passe par erreur, si ça le dit. Bon, mais on n'y croit pas beaucoup. Oui, on a compris dans le ton de votre voix que vous n'y croyez que guère, Stéphane. On aura l'occasion de s'en rendre compte dans le reste de cet entretien. Mais bon, on va imaginer donc, suivre votre analyse, qu'elles n'ont pas été tirées par erreur, ces roquettes en direction de Tel Aviv. Est-ce qu'on sait alors précisément qui les aurait tirées? C'est très probablement des dissidents du Hamas. Samuel Soudi le dit depuis un bon moment. Le Hamas, on sait que c'est plus une organisation homogène, qu'il a éclaté en petits morceaux. Probablement une quinzaine de petits clans divisés, avec des chefs aussi qui sont divisés. Chacun a sa priorité, des priorités qui sont parfois sordides, Jim. Il faut par exemple s'entendre sur le partage de l'argent, des millions qui viennent du Qatar. Sordide, c'est ce qui nous semble, mais ça suffit à pousser ceux qui pensent qu'ils en ont pas reçu assez à commettre des actes inconsidérés comme tirer des roquettes sur Tel Aviv. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre analyse sur les raisons d'avoir ciblé Tel Aviv? On sait que de nombreuses roquettes sont tirées tout au long de l'année en direction du sud d'Israël notamment, mais là, pourquoi viser Tel Aviv? Oui, parce que grâce à la médiation égyptienne, les deux parties, donc le Hamas Djihad côté Gaza et Israël, étaient indirectement prêts à un nouvel accord sur une trêve. Et il y avait 20 millions de dollars du Qatar qui auraient dû même être versés vendredi. Alors c'est contre l'arrêt des cerfs-volants incendiaires, l'arrêt des attaques contre les patrouilles, l'arrêt d'actes terroristes. Et puis Israël était prête pour sa part à concéder des assouplissements, notamment des marchandises, du type de marchandises qui peuvent entrer dans Gaza. Mais ça plaît pas à tout le monde. Si on prend simplement l'exemple de l'Iran, il n'a pas du tout intérêt que des négociations aboutissent. Stéphane, pour revenir à ces tirs en provenance de la bande de Gaza, vous nous dites que ce ne serait pas le Hamas qui aurait donné l'ordre d'envoyer ces roquettes. Pourtant, l'armée israélienne, elle a bien répliqué à ces tirs en bombardant certaines cibles du côté de la bande de Gaza. Pourquoi avoir ciblé Gaza alors? Oui, parce que quelqu'un appartenant au Hamas, et on s'en fiche un petit peu de savoir de quelle dissidence dans le Hamas, a envoyé des projectiles avec un risque réel de tuer des Israéliens. Alors on peut pas envoyer un message aux djihadistes à Gaza en leur disant qu'il est possible de bombarder impunément Tel Aviv. D'ailleurs, Naftali Bennett, le co-leader de la Nouvelle Droite, et à ce propos, c'est pas sûr du tout que la Nouvelle Droite atteigne le quorum, c'est-à-dire qu'elle obtienne suffisamment de voix pour siéger à la Knesset. Eh bien, Bennett a dit il faut dire la vérité. Je ne peux même pas imaginer Poutine expliquant aux Russes après un tir de missile sur Moscou que l'ennemi a fait cela par erreur. C'est un petit peu la même dynamique qu'on voit ici. Et à moins de 3 semaines des élections, il y a évidemment un volet politique à cette décision. Et si Tsahal n'avait pas répliqué, c'était terminé des chances de Binyamin Netanyahou de redevenir Premier ministre. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a détruit des bâtiments vides. C'est d'ailleurs pas un exercice facile pour les pilotes de tirer 100 missiles. On a tiré 100 missiles sur l'une des zones les plus peuplées du globe sans toucher personne. Et puis en fait, ils avaient déjà fait ça en novembre. Personne n'avait été content de ce qu'ils avaient fait. Donc ils commencent à avoir de la pratique dans cet exercice. Tirer 100 missiles sans toucher personne à Gaza, il faut le faire. Stéphane, une question un peu plus technique à présent. Les roquettes qui ont atteint le Gush Dan, la grande région de Tel Aviv, où vivent, pour rappel, près de 5 millions d'Israéliens, est-ce que ce sont les mêmes roquettes qui sont utilisées habituellement par les terroristes de la bande de Gaza? Malheureusement pas, Jim. Ce sont des fusées de fabrication iranienne et j'ignore d'ailleurs les détails de la manière dont elles atteignent Gaza.
ce sont des Fajr M75. Alors 75, c'est pour 75 kilomètres, c'est à peu près la distance qu'il y a entre Gaza et Tel Aviv. Et ces engins transportent 90 kilos d'explosifs. 90 kilos d'explosifs, ça peut anéantir, aplanir en immeuble. Le bon côté des choses, c'est qu'elles sont vraiment pas précises. Elles tombent à au moins 1 kilomètre de l'endroit qui avait été visé et prévu. Mais une autre mauvaise nouvelle, c'est que la fronde de David ne les a, semble-t-il, pas interceptées, et j'en ignore la cause, mais c'est préoccupant. Alors, je sais pas si on a été pris par surprise, parce que personne ne pouvait prévoir ces tirs, ou si c'est d'autres causes, mais je vous assure qu'on est en train de travailler sur ce problème à fond. Puis elles sont très longues, c'est de très longues roquettes qui font près de 9 mètres de long, mais elles sont très fines, elles ont quelques centimètres de diamètre, qui les rend très difficiles à intercepter, je dirais presque physiquement. Alors je sais, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs à la MENA qui nous écoutent, et on a dit qu'il y avait eu des interceptions, au moins 2, mais il est possible, on est en train d'envisager cela, qu'on a été trompé, quelqu'un nous a envoyé un film d'amateur qui datait peut-être pas de jeudi, et sur ce film, on voyait effectivement à coup sûr l'interception de 2 roquettes par la fronde de David. On est en train de vérifier, parce que l'origine des documents publiés, elle n'est pas vérifiable en temps réel, on devait réagir pendant que les sirènes retentissaient à Tel Aviv. Et puis, on a cru que ce film nous était envoyé de bonne foi. Alors, on va revenir à l'analyse un petit peu plus politique, Stéphane. On imagine et on comprend bien pourquoi le Hamas ne veut pas de confrontation actuellement avec Israël. Par contre, certaines personnes, certains politiciens, même au sein de l'ancienne coalition gouvernementale, ils comprennent un petit peu moins pourquoi Israël ne veut pas se débarrasser du Hamas une fois pour toutes. Parce qu'il est illusoire d'imaginer qu'on peut se débarrasser du Hamas. Au niveau militaire, ça prendrait plusieurs semaines de combat. Il y a 25 miliciens retranchés qui font que ça dans la vie, se retrancher, attendre la confrontation avec Israël. Il y aurait probablement des pertes de l'ordre de 100 à 200 soldats. Et ça, c'est sans compter les civils. On vient de parler des Fajr qui transportent 90 kilos d'explosifs. Et puis, c'est sûr qu'on pourrait anéantir le Hamas et réoccuper Gaza, mais Gaza, c'est 1,5 million de personnes hostiles à gérer, et la légalité internationale, je le rappelle aux auditeurs, elle oblige les pays occupants à protéger, nourrir et soigner les gens qu'on occupe. Et il y a sûrement des centaines de milliers de Gazaouis qui demandent que ça en retour d'Israël. Surtout que le mouvement, en guillemets, des gilets jaunes de Gaza ne fait que s'amplifier. Il est très violent. Il y a des attaques contre les miliciens encore cette nuit. Ça fait déjà depuis la fin de la semaine dernière, depuis jeudi dernier, qu'il y a ces mouvements, et, comme je dis, très violents. Et c'est dans des endroits qui ne sont pas des démocraties, la dégénérescence peut aller plus vite. Puis vous avez parlé de politique, il y a surtout une raison politique à la non-attaque sérieuse du Hamas par Israël. C'est que tant que Gaza est un califat gouverné par le Hamas et le djihad islamique, personne ne demandera sérieusement à Jérusalem d'intégrer Gaza dans un hypothétique État palestinien. Alors, on sait que les Américains vont publier leur plan de règlement juste après les élections en Israël. Et selon la doctrine Netanyahou, ce serait le pire moment pour anéantir le Hamas. Il faudrait ensuite, une fois qu'on aurait géré et pacifié Gaza, il faudrait ensuite en passer la gestion à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne. Et c'est ce que Netanyahou souhaite éviter quasiment à n'importe quel prix, même au prix de bombardement des agglomérations du pourtour de Gaza, et même, on vient de le voir, au prix de tirs sur Tel Aviv. Alors ça explique tout simplement les bombardements des bâtiments vides à Gaza en novembre dernier et jeudi dernier aussi, Jim. Alors, on comprend un petit peu mieux la politique de confinement, qu'on pourrait nommer comme ça, appliquée par Benyamin Netanyahou au sujet justement de la bande de Gaza. On a une échéance électorale dans moins de 3 semaines en Israël. Est-ce que la situation va pouvoir changer au niveau de la bande de Gaza après le résultat de ces élections, Stéphane ? Alors, pouvoir changer, oui, c'est une question de décision. Donc, on a la capacité militaire de faire ce que je viens de dire.
Mais malgré tout ce que j'ai dit, une puissance de la taille d'Israël ne peut pas vivre éternellement avec 25 000 terroristes à 70 kilomètres de son principal centre urbain. C'est presque une obligation stratégique d'oblitérer le Hamas. Et puis, politiquement, on voit que Binyamin Netanyahou est très fragile à l'oreille de ces élections. Et qui dit Netanyahou fragile dit une force importante qui passe à ses alliés d'une possible coalition. Et une force importante, c'est-à-dire qu'il pourra lui dicter pas mal de choses dans sa conduite en échange de leur participation à la coalition. Alors si M. Netanyahou compte exclusivement sur la droite pour former un gouvernement, eh bien des gens comme Bennett, qu'on a déjà cité ce matin, vont le pousser, comme Bennett le dit, c'est son terme, à terminer le travail contre le Hamas. Donc Binyamin Netanyahou risque de devoir faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il pourra peut-être choisir le moment précis, mais il risque d'être poussé par sa droite et son extrême droite à devoir se confronter définitivement de manière sérieuse au Hamas. Pour ceux que ça enchante, il faut se poser la question après gérer 1,5 million personnes hostiles. C'est pas facile, c'est peut-être même pas possible du tout. C'est pour ça qu'on le fait pas, que les gouvernements soient de gauche, de droite ou du centre. Personne que je connais qui a la tête sur les épaules va faire ça sans bien y réfléchir et sans trouver une solution pour après la confrontation militaire. La confrontation militaire, dans cette équation, c'est peut-être la chose la plus simple à envisager.